La valise reposait seule au milieu de l'herbe jaunie, sous le soleil déclinant de l'après-midi. Une brise légère soufflait, faisant frémir les tiges sèches dans une danse mélancolique. À l'intérieur de la valise usée, les yeux dorés de Léon fixaient intensément la silhouette de Benoît Cartier qui s'éloignait peu à peu, disparaissant derrière les collines lointaines. Ses yeux portaient tout un monde de confusion, de douleur et d'incompréhension. Les yeux d'une créature trahie par celui en qui elle avait le plus confiance. Le cri angoissé du puma résonna à travers le paysage désolé, un son déchirant montant du fond de sa gorge, se propageant dans la vallée et résonnant contre les parois des montagnes éloignées. Mais ce son n'était pas assez puissant pour faire revenir Benoît. L'homme de 42 ans continuait de marcher, chaque pas comme une torture, ses épaules secouées par des sanglots réprimés, des larmes coulant sur son visage buriné par le soleil, le vent et le temps. Il n'osait pas se retourner. Il savait que s'il croisait ses yeux une fois de plus, il n'aurait pas le courage de partir. Et pourtant, il devait partir, pour leur bien à tous les deux. Même si son cœur se brisait à chaque pas, Léon ne comprenait pas ce qui se passait. Le cerveau de ce grand félin ne pouvait saisir les actions de son ami le plus proche, celui qui lui avait sauvé la vie et l'avait élevé ces 3 dernières années. Celui en qui il avait d'une confiance absolue. Pourquoi Benoît l'avait-il placé dans cette valise, conduit dans cet endroit étrange et abandonné dans la nature? Qu'avait-il fait de mal? N'avait-il pas obéi, ou avait-il blessé Benoît d'une manière ou d'une autre? Le puma tenta de sortir de la valise. Son corps puissant aurait pu facilement déchirer le tissu épais, mais une force invisible semblait le retenir. La profonde conviction que Benoît reviendrait. Dans le monde simple de Léon, être abandonné ainsi était inconcevable. Alors il devait croire que ce n'était que temporaire, que son ami reviendrait. Il restait là, les yeux fixés dans la direction où Benoît avait disparu, les oreilles dressées, attendant le bruit familier du vieux pick-up, les pas familiers, et la voix chaude qu'il connaissait depuis qu'il était un petit orphelin. 3 ans plus tôt, par un matin humide de printemps, lorsque la rosée s'accrochait encore à l'herbe et que le soleil venait d'apparaître derrière les pics de l'Est, Benoît avait trouvé Léon, alors un petit puma faible, couché près du corps de sa mère après un grave incendie de forêt dans le Montana. L'incendie avait ravagé des milliers d'hectares de forêt, laissant derrière lui des troncs calcinés et les corps d'animaux qui n'avaient pas pu s'échapper à temps. Benoît, alors membre d'une équipe de secours animaliers après la catastrophe, avait entendu de faibles cris venant d'un arbre abattu. Là, blotti contre le corps gravement brûlé de sa mère, se trouvait Léon, une petite créature pitoyable avec une fourrure encore imprégnée de l'odeur de la fumée et une petite blessure à la patte arrière. Vétérinaire spécialisé dans la faune sauvage avec plus de 15 ans d'expérience, Benoît connaissait bien les réglementations strictes concernant la garde d'animaux sauvages, en particulier les grands félins comme les pumas. Il savait que Léon aurait dû être emmené dans un centre de réhabilitation pour la faune où il serait soigné jusqu'à ce qu'il soit assez grand pour être réintroduit dans la nature, ou, si cela n'était pas possible, passer le reste de sa vie dans un sanctuaire. Mais lorsqu'il plongea son regard dans les yeux bleu clair de cette petite créature, lorsqu'il ressentit la peur et le désespoir émanant de ce petit corps tremblant, Benoît ne put suivre le protocole. Dans une décision soudaine qu'il se demanderait plus tard si elle était motivée par la compassion ou l'égoïsme, Benoît ramena secrètement Léon dans sa petite ferme à des dizaines de kilomètres de la ville la plus proche, et l'éleva dans l'espoir de le réintroduire dans la nature lorsqu'il serait assez grand. Il savait qu'il enfreignait la loi, qu'il risquait de perdre sa licence de vétérinaire, voire d'être emprisonné. Mais à ce moment-là, les conséquences potentielles semblaient moins importantes que de sauver la vie de cette petite créature. Les premiers mois furent difficiles. Léon était faible et souvent malade, nécessitant des soins constants. Benoît devait le nourrir au biberon, se réveiller au milieu de la nuit pour vérifier son état, surveiller constamment les signes de maladie ou de malnutrition. Il créa un espace chaud et sûr pour Léon dans son bureau, avec un petit lit fait de vieilles couvertures et quelques petits jouets. Il se documenta sur tout ce qui concernait l'élevage des petits pumas, expérimenta différents aliments et mit progressivement au point un régime équilibré pour Léon. Mais les choses ne se déroulèrent pas comme prévu. À mesure que Léon grandissait, au lieu de devenir plus sauvage et indépendant, il développait un lien fort avec Benoît. Il commença à suivre Benoît comme une ombre, refusant de s'éloigner de lui-même pour une minute. Il dormait au pied du lit de Benoît la nuit et se réveillait avec lui chaque matin. Chaque fois que Benoît rentrait de voyage d'affaires, Léon montrait une excitation débordante, courant autour de lui, frottant sa tête contre les jambes de Benoît et ronronnant joyeusement. Il se familiarisa avec le bruit du moteur du pick-up et attendait à la fenêtre lorsqu'il entendait le son familier au loin. Benoît essayait de maintenir une certaine distance, se rappelant que Léon était un animal sauvage et qu'il devrait éventuellement retourner dans la nature. Il construisit une grande zone clôturée derrière la ferme, d'une superficie de près de 2 hectares, où Léon pouvait courir, grimper et même s'entraîner à chasser. Il relâcha quelques lapins sauvages et autres petites proies dans cette zone, espérant stimuler l'instinct de chasse de Léon. Mais le puma ne montrait d'intérêt pour la chasse que lorsque Benoît était là pour l'observer et le féliciter. Il chassait comme un enfant jouant à un jeu, voulant plaire à l'adulte plus que par nécessité de survie.
Lorsqu'il repensait aux années passées avec Léon, Benoît ne pouvait s'empêcher de penser aux profonds changements que le puma avait apportés dans sa vie. D'un scientifique solitaire, il était devenu un ami, un soignant, presque un père pour cette créature sauvage. Chaque jour des 3 dernières années apportait de nouvelles leçons. La première fois que Léon attrapa un lapin sauvage dans la zone clôturée, Benoît applaudit fièrement comme si son enfant venait d'accomplir un exploit remarquable. Quand Léon apprit à nager dans le petit étang, son excitation et sa joie se transmirent à Benoît, qui sauta dans l'eau avec lui, malgré le froid automnal du Montana. Au fil du temps, Benoît dut également faire face aux défis pratiques de l'élevage d'un puma. Les coûts alimentaires étaient considérables. Un puma adulte pouvait manger jusqu'à 5 kg de viande par jour. Il commença à chasser davantage pour réduire les coûts, mais cela signifiait aussi augmenter le risque d'être découvert. Il devait être plus prudent avec le traitement des carcasses animales, s'assurant de ne laisser aucune trace qui pourrait susciter des questions sur la quantité de viande qu'il consommait. Il y avait aussi la question de la santé. Lorsque Léon tomba malade la 2e année, Benoît dut diagnostiquer et traiter lui-même, car il ne pouvait pas emmener un puma dans une clinique vétérinaire. Il passa de nombreuses nuits éveillées à côté de Léon, surveillant les symptômes, recherchant des traitements possibles et préparant des médicaments à partir de fournitures vétérinaires qu'il pouvait acheter sans éveiller les soupçons. Ce fut une période terriblement stressante, et cela rappela à Benoît que l'élevage d'une créature sauvage comme Léon n'était pas seulement illégal, mais pouvait aussi être dangereux, non seulement pour lui, mais aussi pour Léon lui-même. Mais le plus grand défi était peut-être le sentiment croissant d'isolement. Benoît, qui menait déjà une vie assez recluse, dut devenir encore plus secret. Il déclina les invitations de vieux collègues, limita ses déplacements en ville et coupa même le contact avec certains membres de sa famille par peur qu'ils ne découvrent Léon. La solitude le faisait parfois douter de sa décision. Mais alors Léon sautait sur ses genoux, de plus en plus difficile à mesure qu'il grandissait, lui léchait le visage, et tous les doutes s'évanouissaient. Pendant 3 ans, Benoît avait construit une nouvelle vie centrée sur Léon. Il avait ajusté son emploi du temps, ses habitudes, même sa carrière pour répondre aux besoins du puma. Il avait renoncé à des opportunités de promotion, décliné des offres pour publier de nouveaux livres par peur que l'attention ne mène à la découverte de Léon. Chaque décision était prise en pensant d'abord « Comment cela affectera-t-il Léon ?» C'était une vie restreinte à bien des égards, mais Benoît ne la considérait jamais comme un sacrifice. La joie que Léon apportait, le lien qu'il partageait et le sentiment de mission qu'il donnait à Benoît valaient tout cela. Il ne pouvait imaginer la vie sans le puma à ses côtés. C'est pourquoi être découvert par les chasseurs l'avait complètement dévasté. Ce matin fatidique avait commencé comme n'importe quel autre. Benoît s'était réveillé avec Léon blotti au pied du lit, avait préparé du café pendant que le puma prenait son petit déjeuner. Puis ils étaient allés ensemble dans la zone clôturée pour l'exercice matinal de Léon. C'était une belle journée d'automne, avec des feuilles d'érable virant au jaune éclatant et l'air frais et vif. Benoît s'était assis sur un rocher, regardant Léon poursuivre un lapin. Il s'était habitué à ce jeu et attrapait rarement sa proie, quand il entendit le bruit de véhicules approchant. C'était un son si inhabituel que Benoît et Léon se figèrent. Personne ne venait jamais à la ferme sans préavis, et Benoît n'attendait personne. Instinctivement, il appela Léon à ses côtés, avec l'intention de le ramener à l'intérieur et de le cacher. Mais il était trop tard. Le véhicule s'était arrêté à l'extrémité de la ferme, et 3 hommes armés de fusils de chasse en étaient descendus. Ils n'avaient pas immédiatement vu Benoît et Léon, car ils étaient de l'autre côté d'une petite colline. Mais lorsque Léon, agité par la présence d'étrangers, laissa échapper un grognement, les chasseurs le remarquèrent. Benoît tenta de contrôler la situation. Il fit signe à Léon de s'allonger et de se taire, puis s'approcha des chasseurs, essayant de paraître normal et amical. Il expliqua qu'ils étaient sur une propriété privée et leur demanda poliment de partir. Mais Léon, peut-être sentant la tension de Benoît, choisit ce moment pour sauter sur un rocher élevé, bien visible. Les chasseurs le virent, et Benoît sut immédiatement qu'ils avaient reconnu qu'il ne s'agissait pas d'un gros chien ou d'un loup. L'étonnement sur leur visage se transforma rapidement en curiosité et en suspicion. L'un d'eux, le plus âgé, demanda directement « Est-ce un puma ?» Benoît tenta d'éluder la question, disant que c'était juste un chien de race mixte rare, mais Léon choisit ce moment pour émettre le grognement caractéristique d'un puma, un son inimitable. Les chasseurs partirent après une conversation tendue au cours de laquelle Benoît tenta d'expliquer que Léon faisait partie d'un projet de recherche autorisé. Mais la manière dont l'un d'eux prit discrètement des photos avec son téléphone avant de partir indiquait clairement qu'il ne croyait pas son explication. En effet, 2 jours plus tard, Benoît reçut un appel de Sophie Moreau, une agente de l'agence de gestion de la faune, l'informant qu'ils avaient reçu des signalements selon lesquels ils gardaient illégalement un puma. Cet appel marqua la fin de la vie que Benoît et Léon avaient construite ensemble. Sophie avait été très claire. Il viendrait d'inspecter la ferme la semaine suivante,
et s'il trouvait un puma, Benoît ferait face à des poursuites pénales, et l'animal serait confisqué. Elle ne précisa pas le sort de Léon après la confiscation, mais Benoît savait que dans le meilleur des cas, il passerait le reste de sa vie dans un zoo ou un sanctuaire, séparé de la personne qu'il considérait comme sa famille. Dans le pire des cas, il pourrait être euthanasié pour être jugé trop dangereux pour être réintégré dans la nature et trop habitué aux humains pour être placé dans une structure. Cette nuit-là, Benoît ne put dormir. Il s'assit sur le porche, Léon couché à ses côtés, la tête reposant sur ses genoux comme d'habitude. Il caressa la fourrure dorée du puma, des larmes coulant sur ses joues. Benoît savait qu'il ne pouvait pas laisser Léon être emmené dans un zoo ou, pire, être euthanasié pour être jugé trop dangereux pour être réintégré dans la nature. Il ne pouvait pas non plus accepter d'aller en prison, laissant Léon à son sort. Il n'y avait qu'une seule option. Il devait abandonner Léon. Il devait l'emmener quelque part assez loin pour que les gardes forestiers ne le trouvent pas, mais assez sauvage pour qu'il puisse survivre en utilisant les compétences de chasse que Benoît lui avait enseignées. La décision douloureuse fut prise et le lendemain matin, le cœur brisé, Benoît fit ce qu'il n'aurait jamais pensé possible. Il mit Léon dans la grande valise et abandonna son ami le plus proche. Alors que Léon restait blotti dans la valise, attendant patiemment, Benoît rentra à la ferme avec le cœur brisé. Chaque kilomètre qu'il parcourait loin de Léon faisait croître la douleur dans son cœur. L'image des yeux de Léon, confus, blessé et incompréhensif, le hantait sans cesse. Cette nuit-là, Benoît ne put dormir. Il resta allongé dans son lit, fixant l'espace vide où Léon avait l'habitude de dormir. La maison, autrefois remplie des doux ronronnements de Léon, était maintenant plongée dans un silence terrifiant. Lorsque la première aube se leva après que Benoît eut abandonné Léon, il était toujours éveillé, les yeux rougis par le manque de sommeil et les larmes. Il se disait que c'était le seul choix, que Léon vivrait mieux dans la nature, qu'il avait fait ce qu'il fallait. Mais chaque tentative d'autoconsolation ne faisait qu'approfondir la douleur. Il savait qu'il avait trahi la confiance de Léon, qu'il avait abandonné son ami le plus fidèle. Chaque pas qu'il faisait dans la maison vide lui rappelait Léon. Les marques de griffures sur le sol où il courait et jouait, le canapé avec un coin déchiré, le grand coussin près de la cheminée où il aimait s'allonger les nuits froides d'hiver. Le deuxième jour, Benoît tenta de reprendre le travail. Il ouvrit son ordinateur, regarda le manuscrit du livre qu'il écrivait sur la relation entre les humains et les animaux sauvages. Les mots à l'écran semblaient se moquer de lui. Comment pouvait-il écrire sur le lien, la confiance, la responsabilité, alors qu'il avait trahi tout cela? Il referma l'ordinateur, incapable de se concentrer. Pendant ce temps, dans la forêt lointaine, Léon était toujours dans la valise. Une première pluie légère tombait sur la forêt, trempant la fourrure du puma. Affaibli par 2 jours sans manger, il persistait à attendre. Dans son esprit simple, il ne comprenait pas pourquoi Benoît l'avait abandonné, mais il croyait que son ami reviendrait. Chaque bruit dans la forêt faisait dresser ses oreilles, plein d'espoir, pour être déçu quand ce n'était pas le bruit familier du moteur du pick-up. La deuxième nuit, une grande tempête frappa. La pluie tombait comme des cascades. Le vent hurlait à travers les cimes des arbres. Le tonnerre et les éclairs déchiraient le ciel nocturne. Benoît se tenait près de la fenêtre, regardant la pluie, pensant à Léon. Où était-il? Avait-il trouvé un abri, ou était-il toujours dans la valise, trempé et gelé? L'image de Léon tremblant, faible et seul dans la tempête, était plus que Benoît ne pouvait supporter. Sans trop réfléchir, il attrapa son manteau et ses clés de voiture. Il ne pouvait pas laisser Léon seul là dehors une seconde de plus. Il le retrouverait, le ramènerait à la maison et ferait face aux conséquences ensemble. S'il devait aller en prison, il l'accepterait. S'il devait abandonner la ferme et déménager ailleurs, il le ferait aussi. Mais il ne pouvait pas vivre avec la culpabilité d'avoir trahi Léon. Le pick-up plongea dans la nuit orageuse. Benoît conduisait comme un fou, ses yeux plissés pour voir à travers le rideau épais de la pluie. La route était glissante et dangereuse, mais il s'en moquait. Chaque minute qui passait pouvait signifier la vie ou la mort pour Léon. Après 4 heures de conduite dans des conditions difficiles, Benoît atteignit enfin la zone où il avait laissé Léon. Mais dans l'obscurité et la pluie, tout semblait différent. Il n'était pas sûr de pouvoir retrouver l'endroit exact. Benoît arrêta la voiture, ouvrit la portière et sortit sous la pluie. Le vent et la pluie fouettaient son visage, mais il s'en moquait. Il prit une lampe de poche dans la voiture et commença à appeler Léon tout en balayant la lumière partout. Il marcha dans la boue, tomba plusieurs fois, mais ne s'arrêta jamais de chercher. La peur d'être arrivé trop tard, que Léon soit parti ou trop loin pour qu'il le trouve, commençait à envahir son esprit. Et puis, dans le faible faisceau de la lampe, il vit une couleur familière. La valise. Son cœur battait à tout rompre alors qu'il courait vers elle. La valise était toujours là, et à l'intérieur, Léon était recroquevillé, trempé et tremblant. Il était trop faible pour lever la tête, mais ses yeux s'ouvrirent lorsqu'il entendit la voix de Benoît.
Une lueur faible de reconnaissance brilla dans ses yeux fatigués. Benoît s'agenouilla près de la valise, les larmes se mêlant à la pluie sur son visage. Il posa doucement sa main sur la tête de Léon, caressant sa fourrure humide. Léon tenta de bouger, mais il était trop faible. Benoît enleva son manteau, l'enroula autour de Léon pour le garder au chaud. Puis, avec une infinie douceur, il souleva Léon et le plaça sur la banquette arrière de la voiture. Sur le chemin du retour, Benoît vérifiait constamment Léon dans le rétroviseur. Le puma était recroquevillé sur la banquette arrière, trop faible pour bouger, mais toujours conscient. Ses yeux ne quittaient jamais Benoît, comme s'il avait peur que s'il détournait le regard, Benoît disparaisse à nouveau. Benoît parlait doucement à Léon, lui promettant qu'il ne le quitterait plus jamais, quoi qu'il arrive. Lorsqu'ils arrivèrent à la ferme, Benoît fut surpris de voir une autre voiture garée devant, un SUV de l'agence de gestion de la faune. Son cœur s'emballa. Ils étaient venus plus tôt que prévu. Il arrêta la voiture, pesant ses options. Il pourrait s'enfuir et ne jamais revenir. Mais ce n'était pas la vie qu'il voulait pour Léon ou pour lui-même. Il était fatigué de fuir, de vivre dans la peur. Benoît sortit de la voiture et Sophie Moreau, l'agente forestière qui l'avait averti, sortit du SUV. Elle vit Léon sur la banquette arrière et ses yeux s'écarquillèrent. Benoît se tenait protecteur devant sa voiture, prêt à tout pour protéger Léon. Sophie observa la scène devant elle. Benoît trempé et épuisé, Léon faible sur la banquette arrière, et le lien évident entre eux. Elle invita Benoît à entrer dans la maison pour parler, promettant qu'elle ne ferait rien à Léon entre-temps. Dans la cuisine chaude de la ferme, avec Léon placé sur une couverture près de la cheminée, Benoît raconta toute l'histoire à Sophie. Comment il avait trouvé Léon, comment il l'avait élevé, la décision douloureuse de l'abandonner, et comment il était revenu le chercher. Il ne cacha rien, admettant qu'il savait avoir enfreint la loi, mais expliquant aussi qu'il ne pouvait pas abandonner Léon lorsqu'il avait le plus besoin de lui. Il était prêt à accepter la punition, mais supplia Sophie de ne pas faire de mal à Léon. Sophie écouta sans l'interrompre. Quand Benoît eut fini, elle regarda Léon, le puma, qui commençait à récupérer avec un peu de nourriture et d'eau. Il ne quittait pas Benoît des yeux, et le lien entre eux était évident. Sophie admit qu'elle n'aurait pas dû venir seule, qu'elle aurait dû amener toute l'équipe selon la procédure standard. Elle expliqua que selon la loi, elle devait signaler Léon et que Benoît ferait face à des accusations criminelles. Lorsqu'ils arrivèrent à la ferme, Benoît fut surpris de voir une autre voiture garée devant, un SUV de l'agence de gestion de la faune. Son cœur s'emballa. Ils étaient venus plus tôt que prévu. Il arrêta la voiture, pesant ses options. Il pourrait s'enfuir et ne jamais revenir. Mais ce n'était pas la vie qu'il voulait pour Léon ou pour lui-même. Il était fatigué de fuir, de vivre dans la peur. Benoît sortit de la voiture et Sophie Moreau, l'agente forestière qui l'avait averti, sortit du SUV. Elle vit Léon sur la banquette arrière et ses yeux s'écarquillèrent. Benoît se tenait protecteur devant sa voiture, prêt à tout pour protéger Léon. Sophie observa la scène devant elle. Benoît trempé et épuisé, Léon faible sur la banquette arrière, et le lien évident entre eux. Elle invita Benoît à entrer dans la maison pour parler, promettant qu'elle ne ferait rien à Léon entre-temps. Dans la cuisine chaude de la ferme, avec Léon placé sur une couverture près de la cheminée, Benoît raconta toute l'histoire à Sophie. Comment il avait trouvé Léon, comment il l'avait élevé, la décision douloureuse de l'abandonner, et comment il était revenu le chercher. Il ne cacha rien, admettant qu'il savait avoir enfreint la loi, mais expliquant aussi qu'il ne pouvait pas abandonner Léon lorsqu'il avait le plus besoin de lui. Il était prêt à accepter la punition, mais supplia Sophie de ne pas faire de mal à Léon. Sophie écouta sans l'interrompre. Quand Benoît eut fini, elle regarda Léon, le puma, qui commençait à récupérer avec un peu de nourriture et d'eau. Il ne quittait pas Benoît des yeux, et le lien entre eux était évident. Sophie admit qu'elle n'aurait pas dû venir seule, qu'elle aurait dû amener toute l'équipe selon la procédure standard. Elle expliqua que selon la loi, elle devait signaler Léon et que Benoît ferait face à des accusations criminelles. Mais elle mentionna aussi une autre option, un programme pilote que son agence mettait en place. Ce programme permettait à des experts comme Benoît de travailler avec des sanctuaires pour s'occuper d'animaux sauvages qui ne pouvaient pas être réintégrés dans la nature. Le programme nécessitait une supervision étroite, mais il permettait à des animaux comme Léon de vivre dans un environnement adapté à leurs besoins et plus important encore, de maintenir les liens avec les soignants auxquels ils étaient habitués. Sophie ne pouvait pas promettre que Benoît serait approuvé, mais d'après ce qu'elle voyait, comment Benoît avait aménagé un espace pour Léon, comment Léon réagissait à lui, et surtout, le retour de Benoît pour retrouver Léon malgré les risques personnels. Elle pensait que Benoît était un candidat idéal pour ce programme. Benoît n'en croyait pas ses oreilles. La chance de continuer à s'occuper de Léon, même si ce n'était pas à la ferme, semblait trop belle pour être vraie. Léon, semblant comprendre que cette conversation concernait son destin, tenta de se lever, malgré sa faiblesse. Il vacilla jusqu'à Benoît et posa sa tête sur ses genoux,
comme pour souligner le lien qui les unissait.